Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous expert de Moniteur Juris. Ce webinaire aujourd'hui sera consacré à l'actualité du droit de l'urbanisme et sera animé par Maître Anthony Bichelon, avocat associé au cabinet Racine. Pendant toute cette présentation, vous allez pouvoir lui poser vos questions en cliquant sur la petite flèche orange que vous avez sur le module du webinaire. Cela vous ouvre un module de saisie. Vous pouvez taper votre question et bien dans le chat. Et vous n'oubliez pas, bien sûr, d'envoyer votre question pour qu'elle soit reçue et lue par Maître Bichelon. Comme vous le verrez dans le chat, nous avons déjà eu 3 questions, car vous pouvez également nous poser vos questions en amont. Nous les transmettons. Et Maître Bichelon répondra à vos questions soit pendant la présentation, soit à la fin de sa présentation. Je vous laisse donc en sa compagnie et vous souhaite à tous une très bonne conférence. Bonjour à tous et merci d'être toujours présents pour ces rendez-vous trimestriels organisés par le Moniteur Juriste. On abordera ensemble l'actualité du droit de l'urbanisme et du droit de l'environnement de ces 3 derniers mois. Et vous trouvez normalement à l'écran, si tout fonctionne bien, vous allez trouver les thématiques que l'on va aborder ensemble durant cette demi-heure. Vous le verrez, donc l'actualité est toujours marquée par le ZAN et on fera un point ensemble sur les nouveautés apportées par la loi du 20 juillet 2023 qui viennent amender la loi climat et résilience qui avait fixé ce fameux objectif zéro artificialisation nette. On reviendra sur les évolutions apportées par le législateur et puis on abordera les actualités jurisprudentielles riches en matière de droit de préemption ou encore en matière de procédure de référé-suspension. Donc vous verrez l'actualité de ces derniers mois en espérant que je sois le plus clair possible et que ça vous apporte le plus de réponses sur vos interrogations quotidiennes. On rentre dans le vif du sujet. La loi du 2023-630 du 20 juillet 2023 s'intitule « La loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et renforcer l'accompagnement des élus locaux ». Vous savez, la loi climat et résilience qui doit dater de août 2021, elle a fait grincer beaucoup dedans, notamment chez les élus locaux, puisqu'elle fixe un objectif extrêmement ambitieux, qui est un objectif de zéro artificialisation nette à atteindre en 2050. Cet objectif, en fait, la loi climat et résilience, on l'a vu ensemble, elle prévoyait des grandes étapes pour mettre en œuvre cet objectif et il y avait un premier délai, c'était la période 2021 ou 2031. Durant cette période, il était demandé aux collectivités territoriales de réduire par 2 la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc entre 2021 et 2031, on reste sur une référence dans cette lutte contre l'artificialisation des sols, on reste dans un indicateur qui est celui de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, avant de basculer à partir de 2031 dans cette notion de artificialisation et de désartificialisation. En tout cas, entre 2021 et 2031, il était prévu que tous les documents d'urbanisme soient mis à jour de cette loi climat et résilience pour diviser par 2 la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Les élus locaux ont grincé des dents à plusieurs égards. D'une part, ils trouvaient l'application de la loi et des objectifs un peu trop ambitieux et trop stricts. Et par ailleurs, ils trouvaient en termes de délai que les délais qui leur avaient été donnés pour mettre à jour tous les documents d'urbanisme étaient beaucoup trop courts. Donc on a une loi qui intervient le 20 juillet 2023 qui vient assouplir ces 2 points de crispation, avec notamment une première modification des délais d'intégration des objectifs ZAN dans les documents d'urbanisme. Le législateur accorde 9 mois de plus pour mettre à jour les documents d'urbanisme régionaux, à savoir les SRADET, SAR, PADUC pour la Corse ou le SDRIF. Donc plus 9 mois, donc tous ces documents devront être mis à jour pour novembre 2024. Donc en tenant compte justement de ces objectifs de diviser par 2 la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
Pour les documents d'urbanisme locaux, à savoir les SCOT et les PLU, ainsi que les cartes communales, on vous donne 6 mois supplémentaires. Donc, tous les documents d'urbanisme de France vont devoir être mis à jour pour réduire la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers par 2. Ils devront être mis à jour d'ici février 2027 pour les SCOT et février 2028 pour les PLU. Concrètement, ça va se traduire par quoi? La consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, elle se mesurait comment? Elle se mesurait par la construction, enfin le grignotage des zones urbaines sur d'anciennes terres qui étaient classées en zone agricole ou en zone naturelle. Donc, si vous prenez les documents d'urbanisme actuels, et notamment les fameuses zones 1AU ou 2AU, il va falloir diviser, de façon caricaturale, pour imager, il va falloir diviser par 2 la consommation de ces espaces-là, qui sont des espaces qui viennent en consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Et à partir de 2031, la consommation d'ENAF, espaces naturels, agricoles et forestiers, ne sera plus le référentiel. Le référentiel, ce sera vraiment cette notion d'artificialisation. Vous devrez réduire par 2 après 2031 jusqu'à 2041, divisé par 2 votre indicateur d'artificialisation des terres pour atteindre en 2050 le fameux zéro artificialisation nette. Donc, modification des délais d'intégration des objectifs ZAN, création d'instances de dialogue. Donc, il y a 3 instances qui sont créées, une au niveau départemental, une au niveau régional et une qui va porter notamment sur ce qu'on appelle la commission régionale de conciliation sur l'artificialisation, qui portera sur des divergences qu'il pourrait y avoir entre les régions et les représentants de l'État sur la liste des projets d'envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur. On instaure, grosse nouveauté également de cette loi du 20 juillet 2023, c'est l'instauration de ce que l'on appelle une garantie rurale. C'est que toute commune couverte par un PLU aura quand même le droit, sur la période 2021 à 2031, un droit à artificialiser 1 hectare sans qu'il y ait forcément de critères de densité. Ce droit de consommer 1 hectare pourra être mutualisé à l'échelle des intercommunalités. Donc, ça donne une garantie par rapport aux élus, notamment ruraux, qui s'inquiétaient, qui ne sont pas des gros consommateurs fonciers. On leur disait, entre 2021 et 2031, il va falloir que vous consommiez 2 fois moins que sur la période qui a précédé, donc 2011-2021. Et les élus ruraux, où il y a peu de projets, disent, mais nous, on a très peu artificialisé avant 2021. Donc, finalement, nos droits sont minimes. Et si jamais on a un joli projet qui se présente à nous, on risque d'être bloqué. Donc, avec ce droit artificialisé au moins 1 hectare, ils ont une garantie qu'ils ne seront pas bloqués dans leur développement. Autre nouveauté apportée par la loi du 20 juillet 2023, ça concerne les grands projets d'envergure nationale ou européenne qui pourraient présenter un intérêt général majeur. Vous le savez, pour le moment, l'objectif zéro artificialisation nette n'exclut aucun projet, y compris les projets qui peuvent présenter ce qu'on appelle d'envergure nationale ou européenne, type ligne à grande vitesse, qui elles aussi vont être soumis à l'objectif zéro artificialisation nette. Pour la période 2021 à 2031, il y a un aménagement pour ces projets-là qui est prévu. Autrement dit, la consommation pourrait générer cette typologie de projet ne sera pas imputée sur les droits à consommer des collectivités territoriales, communes notamment, mais en fait, elles pourront être prises dans le cadre d'un forfait national qui a été fixé à hauteur de 12 500 hectares pour l'ensemble du pays, dont 10 000 hectares mutualisés entre les régions couvertes par un SRADET. Donc là encore, c'est un peu de souplesse qui a apporté pour la période 2021 à 2031 pour ces fameux projets d'envergure nationale ou européenne présentant un intérêt général majeur. D'où effectivement les points de litige qu'il va pouvoir y avoir sur la qualification de certains projets en projets d'envergure nationale ou européenne, d'où la création de la commission que je vous ai listée tout à l'heure pour régler les litiges qui pourraient intervenir entre les régions et l'État sur cette qualification. Également, point d'assouplissement, c'est que se passe-t-il si vous avez des collectivités qui, au sein de leur enveloppe urbaine, renaturent certains terrains qui jusque-là étaient artificialisés? Eh bien, la loi du 20 juillet 2023 prévoit la prise en compte des efforts de renaturation
pour atteindre l'objectif de réduction par 2 des consommations des ENAF. Autrement dit, tout espace renaturé sera pris en compte dans vos objectifs de division par 2. Autre point important, c'est la dérogation pour les communes littorales qui sont exposées au recul du trait de côte. Vous avez entendu parler de ce fameux recul du trait de côte qui a été matérialisé sur des cartes par l'État. Aujourd'hui, une surface artificialisée qui est située dans les zones les plus exposées peut être considérée comme étant désartificialisée sous certaines conditions. Le but étant qu'il n'y ait pas une double sanction pour les collectivités. Ces collectivités vont peut-être voir dans les années qui viennent le niveau de la mer augmenter et donc des surfaces artificialisées être sous les eaux. Il va falloir anticiper en fait cette problématique et surtout il ne va pas falloir considérer que si des terrains artificialisés devaient disparaître, que ça rentre, que la création de nouveaux logements pour prendre en compte ce recul du trait de côte ne rentre pas dans le décompte des objectifs prévus par la loi ZAN. Enfin, vous avez la création de 2 outils pour faciliter la création vers le ZAN. Le premier, c'est la création d'un droit de préemption sur les espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier. Ce n'est ni plus ni moins qu'une extension du droit de préemption, vous connaissez tous. Il faudra néanmoins une délibération de l'organe délibérant en charge du droit de préemption qui va identifier des secteurs hors zone urbaine ou à urbaniser, ça c'est la nouveauté, sur lesquels, en fait, on va pouvoir prévoir des renaturations ou des recyclages fonciers. Le but, c'est que les collectivités préemptent pour qu'on puisse d'ores et déjà prévoir ce que l'on va appeler la renaturation ou la désartificialisation. Comme je l'ai déjà dit dans des précédentes explications, la loi ZAN prévoit un objectif de 0 artificialisation nette en 2050. Donc on ne pourra plus artificialiser un terrain vierge, sauf si on recompense ailleurs. Et les opérations de compensation se feront par de la renaturation ou de la désartificialisation de sites qui étaient considérés jusque-là comme étant artificialisés, typiquement une friche ou un sol pollué. Donc, pour pouvoir faire ces opérations de compensation et pour ne pas bloquer les projets, on donne aux collectivités la possibilité de préempter des sites sur lesquels on pourra faire ces opérations de renaturalisation ou de désartificialisation afin de permettre la compensation. Autre outil ultra intéressant qui va faire frémir les aménageurs et les promoteurs et qui soulagera les collectivités, c'est la création d'un nouveau sursis à statuer pour tout projet qui consommerait trop de foncier et qui pourrait ainsi compromettre l'objectif de réduction par 2 de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Autrement dit, le maire peut surseoir à statuer dès l'entrée en vigueur de la loi, si j'ai bien compris, sur tout projet qui serait trop consommateur de foncier, s'il estime que ce projet va compromettre l'atteinte des objectifs qui est alloué à chaque collectivité de diviser par 2 la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L'hypothèse dans laquelle ce sursis à statuer ne pourra pas être mis en œuvre par le maire, c'est l'hypothèse où en fait le maître d'ouvrage va prévoir lui-même une compensation dans son projet. Donc si jamais le projet est un gros consommateur de foncier, mais qu'il y a une compensation qui est prévue par le maître d'ouvrage via une renaturation d'un site, le sursis à statuer ne sera pas utilisé. Ce sursis à statuer, il sera effectif jusqu'à l'approbation du PLU qui va mettre en conformité le document d'urbanisme local avec les objectifs de la loi climat et résilience et les objectifs de la loi du 20 juillet 2023. Donc, je vous ai dit, c'est un objectif. Hop là, si je remets le slide précédent, il faut que tous les PLU aient été mis à jour jusqu'en 2028, avant février 2028. Donc, jusqu'à février 2028, vous allez pouvoir surseoir à statuer si vous estimez qu'un projet sera trop consommateur de foncier, qui va aller à l'encontre du futur PLU que vous allez prendre en compte d'ici février 2028
futur PLU qui devra mettre en conformité votre réglementation locale avec les différentes lois prises pour mettre en œuvre cet objectif zéro artificialisation nette. Donc voilà pour les nouveautés. Donc j'ai une question de Maître Junier. Le régime juridique du sursis à statut instauré par la loi de 2023 sera-t-il à appréhender de manière similaire à celui déjà inscrit dans le Code de l'urbanisme? Oui, il devra être assimilé, il devra être traité de la même façon, à quelques exceptions près. Un, s'il y a une opération de compensation qui est prévue, le sursis à statuer ne devra pas être prononcé. Et de deux, ce sursis à statuer n'a vocation à s'appliquer que dans le délai qui court à compter d'aujourd'hui jusqu'à l'approbation du document d'urbanisme qui doit se faire au plus tard en février 2028 pour les PLU. Le but étant, c'est que durant cette période charnière où tous les PLU de France vont être mis à jour pour réduire par 2 la consommation foncière, c'est qu'il n'y ait pas une espèce d'effet d'aubaine ou une précipitation des promoteurs aménageurs dans cette période pour sortir leur projet et consommer. D'autant plus que les permis de construire étant valables au moins 3 ans, on pourrait parfaitement imaginer qu'un maître d'ouvrage dépose aujourd'hui un permis de construire qui mettra en œuvre bien plus tard. Le but étant simplement que ce permis de construire intervienne avant l'entrée en vigueur du nouveau PLU qui va fermer les vannes en termes de consommation foncière. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet? Question de Madame Homo qui me dit même des terrains en zone U sont à prendre en compte. Alors ça doit être pour le droit de préemption. Le droit de préemption, l'avantage du droit de préemption institué par la loi du 20 juillet 2023, c'est qu'il va pouvoir concerner des terrains en zone U, mais également des terrains en zone naturelle ou agricole, à l'inverse du droit de préemption classique. N'hésitez pas à poser vos questions, de toute façon, si vous en avez. On continue sur une autre actualité, cette fois-ci jurisprudentielle, qui concerne le droit de préemption. La dernière fois que l'on s'est vu dans le cadre de ce webinaire, on a parlé de 2 jurisprudences que vous avez à l'écran qui sont venues apporter quelques précisions, quelques rappels sur le droit de préemption. Vous savez comment le droit de préemption fonctionne. La collectivité l'institue par délibération et le droit de préemption est considéré comme étant, l'usage du droit de préemption est considéré comme étant valide dès lors que la collectivité arrive à justifier de la réalité d'un projet ou d'une opération d'aménagement qui répond aux caractéristiques à ce qui est prévu à l'article L300-1 du Code de l'urbanisme. Et par ailleurs, si la nature de cette opération est rappelée dans l'arrêté qui préempte. Et il faut que l'opération poursuivie dans le cadre du droit de préemption urbain poursuive un intérêt général suffisant. Si vous justifiez de la réalité de ce projet, que vous en faites état de la nature de ce projet dans la délibération et dans l'arrêté de préemption et qu'il n'y a pas de débat sur l'intérêt général du projet poursuivi, le droit de préemption, il n'y a pas de raison que sur le fond, il soit remis en cause par un juge. Je vous avais parlé d'une délibération, d'une décision de justice rendue par la Cour administrative d'appel de Versailles qui avait annulé un arrêté, une décision de préemption, au motif qu'il ne justifiait pas de la réalité du projet, qui ne faisait pas apparaître la nature du projet. Et en l'occurrence, c'est ce que je vous avais dit, la décision se bornait à indiquer que l'objectif poursuivi, c'était l'aménagement du rond Racine ainsi que l'aménagement de ce rond Racine. Hop là, et la juridiction avait considéré que c'était largement insuffisant et elle avait annulé. Il y a rares sont les décisions qui annulent, on a plutôt des décisions de justice qui valident. Autre exemple d'annulation du TA de Limoges qu'on avait vu ensemble, c'était une annulation du droit de préemption pour détournement de pouvoir. La mairie avait utilisé le droit de préemption pour faire échec à la préemption d'un terrain pour la réalisation d'un centre CADA d'hébergement. Vous savez, c'est les hébergements d'urgence. Le maire ne voulait pas de cette typologie de centre sur son territoire et il avait préempté. Le préfet avait réussi à faire annuler par le TA de Limoges cette décision au motif que c'était un détournement de pouvoir. Le droit de préemption ne sert pas à faire échec à des projets, notamment à l'installation d'un CADA.
Durant ces 3 derniers mois, on a des décisions intéressantes en matière de droit de préemption qui sont tombées, notamment un arrêt du Conseil d'État par rapport au logement social et à l'usage du droit de préemption pour la réalisation d'une opération de logement social. Là encore, le Conseil d'État rappelle dans quel cadre on peut faire usage du droit de préemption, et la question qui était posée, c'était est-ce qu'une collectivité peut préempter pour réaliser une opération de logement dont la moitié présente un caractère social, avec la particularité que la commune sur laquelle l'opération devait être envisagée n'était pas déficitaire en logements sociaux, bien au contraire, elle avait d'ores et déjà atteint sur son territoire 40% de logements locatifs sociaux en résidence principale. Réponse du Conseil d'État sur ce point, une opération de construction qui vise à la réalisation de logements sociaux est une opération qui permet de justifier le recours au droit de préemption. Ici, rien de nouveau. Et concernant la question, est-ce que la collectivité peut préempter si elle n'est pas déficitaire, le Conseil d'État répond oui. Les objectifs impartis par la loi SRU ne sont qu'un plancher et non pas un plafond. Donc, une commune qui a 40% de logements locatifs sociaux dans son parc de résidence principale, qui est largement excédentaire au regard des objectifs impartis par l'article L302-5 du Code de la construction et de l'habitation, peut parfaitement continuer à produire du logement social, y compris si elle a besoin de préempter pour parvenir à cet objectif de réalisation de logements sociaux. Donc, décision intéressante en matière de préemption pour les collectivités qui en usent régulièrement et qui se posaient la question de savoir si elles peuvent toujours préempter, malgré le fait qu'elles soient parvenues à atteindre les objectifs de la loi SRU en matière de logement social. Et là encore, ce qui est aussi intéressant, c'est ce petit rappel, précision qui a été faite par le Conseil d'État. Les objectifs impartis par la loi SRU, qui sont aujourd'hui codifiés à l'article 302-5 du Code de la construction et de l'habitation, ce sont des objectifs planchers et non pas des objectifs plafonds. Donc, on pourrait parfaitement imaginer un maire qui fasse campagne pour dire que sur le territoire de sa commune, il poursuit comme objectif 50% de logements locatifs sociaux. Ce ne serait pas contradictoire avec les objectifs de la loi SRU. N'hésitez pas si vous avez des questions. Toujours en matière de droit de préemption, c'est pour vous montrer à quel point finalement le juge a un regard souple sur cette possibilité de recourir au droit de préemption par les collectivités territoriales. Dans ce dossier, on avait un projet qui prévoyait la réalisation de 12 logements, 7 en accession libre et 7 logements sociaux, et 5 logements en accession libre. Pour réaliser ce projet, la collectivité, le maître d'ouvrage, avait besoin de réaliser des aires de stationnement. Impossible de réaliser les aires de stationnement sur le terrain d'assiette du projet, donc la collectivité titulaire du droit de préemption a préempté, c'est un établissement public, je crois là en l'occurrence, l'établissement public a préempté un volume en sous-sol dans un programme voisin pour permettre de sortir une opération immobilière conforme au PLU. Donc, le droit de préemption a été exercé sur un terrain qui n'est pas le terrain sur lequel l'opération pour laquelle le droit de préemption était utilisé. Et la question qui était ici posée aux juridictions, c'était finalement, est-ce qu'on peut préempter un volume en sous-sol sur un terrain qui n'est pas le terrain sur lequel l'opération pour laquelle on préempte va être réalisée? Réponse du Conseil d'État, bien sûr que oui, la collectivité peut préempter. Ce qui est important, ce n'est pas la localisation du bien préempté, c'est la raison et l'objectif pour lequel on préempte. Et là, l'objectif pour lequel la collectivité préemptée étant la réalisation d'une opération immobilière qui prévoit la réalisation de logements sociaux, c'est un programme qui permet de recourir au droit de préemption. Ça, c'est de façon constante que c'est réaffirmé par les juridictions administratives. Donc, aucune difficulté pour préempter un volume en sous-sol
à proximité du terrain sur lequel on va réaliser une opération immobilière. Autre jurisprudence qui est importante, c'est sur une notion assez complexe et assez intéressante en matière d'urbanisme, qui est cette notion d'ensemble immobilier unique. La notion d'ensemble immobilier unique, elle est née d'une décision de justice qui est aujourd'hui célèbre chez les juristes, qui est la décision commune de Grenoble, rendue par le Conseil d'État le 17 juillet 2009. Dans cette décision, le Conseil d'État vient nous préciser que lorsqu'une construction est formée de plusieurs éléments qui forment entre eux un ensemble immobilier unique en raison des liens physiques ou fonctionnels qui les lient entre eux, il faut impérativement, pour le maître d'ouvrage, déposer une seule autorisation d'urbanisme pour la réalisation de tous ces éléments. Vous n'avez pas le droit de scinder l'opération en déposant plusieurs permis de construire, même si vous avez plusieurs éléments. Et l'arrêt commune de Grenoble de 2009 nous dit simplement qu'il y a une entorse à cette règle de l'unicité du permis de construire en raison de l'ampleur ou de la complexité du projet qui justifierait de déposer plusieurs permis. Mais dans cette hypothèse-là, il faut que les différents permis soient déposés de façon simultanée pour que le service instructeur soit en mesure d'apprécier la légalité de l'opération dans sa globalité. Donc je reprends, lorsque vous avez une construction qui est constituée de plusieurs éléments qui présentent entre eux des liens physiques et ou fonctionnels, on considère que ces éléments forment ce que l'on appelle en droit d'urbanisme un ensemble immobilier unique. Conséquence, vous devez déposer une seule, par principe, vous devez déposer une seule et même autorisation d'urbanisme pour permettre au service instructeur d'apprécier la légalité de la construction dans son ensemble. Il y a des hypothèses permises par la jurisprudence où vous pouvez déposer plusieurs permis distincts. C'est si l'ampleur et la complexité du projet le justifient, mais les différents permis devront être déposés de façon simultanée pour que le service instructeur reste à même de porter une appréciation globale sur le projet. Donc ça a une importance, cette décision est importante puisque lorsqu'on est face à un ensemble immobilier unique, on apprécie les règles d'urbanisme à l'échelle de l'ensemble immobilier et non pas à l'échelle des différents éléments qui vont former le dit ensemble immobilier unique. Dans le dossier qui a été porté le 12 juin 2023 devant le Conseil d'État, on avait un petit projet. C'était un permis de construire qui portait sur la construction de 2 villas distinctes qui comportaient chacune 2 piscines et qui n'avaient en commun qu'un accès à la voie publique et au réseau. On a un voisin qui conteste le permis de construire et qui soulève devant le juge administratif le fait que ces 2 villas constituaient un ensemble immobilier unique. Pourquoi il aurait aimé que les juridictions administratives retiennent cette qualification? Parce que si les tribunaux avaient considéré que vous étiez face à un ensemble immobilier unique, les règles d'urbanisme se seraient appréciées à l'échelle des 2 constructions et non pas à l'échelle de chaque construction prise de façon indépendante. Et là, vous aviez notamment en l'espèce une règle de calcul de la hauteur qui nous disait qu'en fait, la hauteur d'une construction, ça doit être le point le plus bas sur le terrain qui constituait le point bas et le point le plus haut. Et en fait, par ce biais-là, les requérants arrivaient à dire que l'un des 2 chalets, l'une des 2 villas, ne respectait pas la règle de hauteur. Ce qui a posé problème dans ce dossier, c'était est-ce qu'on est face à un ensemble immobilier unique, à savoir du coup, est-ce que les 2 villas présentaient un lien physique ou un lien fonctionnel? On n'a pas de difficulté à apprécier le lien physique. Le lien physique, c'est quand les 2 constructions sont imbriquées. Là, en l'occurrence, les 2 constructions n'étaient absolument pas imbriquées, donc le lien physique n'est pas retenu. Le lien fonctionnel, là-dessus, c'est plus complexe. Et en tout cas, l'arrêt nous rappelle que le lien fonctionnel, il ne faut pas l'entendre comme un lien technique ou un lien
économique entre les constructions, entre les éléments de la construction, mais en fait, c'est une interdépendance au regard des règles d'urbanisme. Donc, par exemple, si vous avez une obligation de faire à l'échelle de votre opération 30% de logements sociaux, si vous avez trois bâtiments et que les 30% sont regroupés dans un seul bâtiment, la légalité des deux bâtiments qui ne sont que en accession libre dépend du coup de la réalisation du troisième bâtiment. Dans ce cas-là, on considère que vous avez un lien fonctionnel entre les bâtiments. Dans ce dossier, le tribunal a considéré qu'il n'y avait ni lien physique, ni lien fonctionnel entre les deux villas. Du coup, on n'était pas face à un ensemble immobilier unique, et donc les règles d'urbanisme devraient s'apprécier construction par construction. Donc le point bas devait être apprécié, il n'y avait pas un seul point bas à l'échelle du projet, mais il fallait regarder quel était le point bas pour chacune des deux constructions, et en l'occurrence, le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas de problématique sur le respect des règles de hauteur. Donc, vous gardez toujours en tête que lorsque vous avez plusieurs éléments de construction qui présentent entre eux des liens physiques ou des liens fonctionnels, vous êtes dans l'obligation de déposer une seule autorisation d'urbanisme, sauf si vous rentrez dans le cadre de la jurisprudence commune de Grenoble et que vous arrivez à justifier de l'ampleur et de la complexité du projet. Auquel cas, vous pouvez scinder les autorisations d'urbanisme et à la condition que les différentes autorisations d'urbanisme déposées pour le dossier que ce dépôt soit fait de façon simultanée. J'espère avoir été clair. Autre décision de justice, cette fois-ci, on a eu des décisions intéressantes qui ont été rendues par les juridictions administratives et notamment par le Conseil d'État en matière de référé-suspension, ce qui est assez rare. Vous connaissez tous le principe du référé-suspension, c'est que si un recours est fait contre une décision de l'administration, par exemple un permis de construire, le recours n'est pas suspensif. Donc le permis, tant qu'il n'est pas annulé, le maître d'ouvrage, enfin le bénéficiaire, peut l'exécuter. Pour un refus de permis, par exemple, si vous avez le pétitionnaire à qui on a opposé un refus qui souhaite le contester devant les juridictions administratives, le fait qu'il saisisse les juridictions administratives d'une requête ne suspend pas le refus. Donc, il n'est pas titulaire d'un permis de construire tant que le tribunal n'a pas annulé le permis de construire et qu'il n'a pas ordonné au maire de réinstruire ou de délivrer le permis. Vous connaissez les délais de procédure, notamment en cas de refus de permis. Il se situe entre 10 mois et 24 mois en fonction de l'endroit où vous êtes. Donc, pendant ce délai-là, pas de permis, le refus s'applique. Vous pouvez faire un référé suspension contre le refus de permis. Pour pouvoir suspendre le refus de permis, vous devez démontrer, ou n'importe quelle autre décision de l'administration que vous souhaitez contester, il faut que vous démontriez une situation d'urgence et un doute sérieux sur la légalité de l'acte. Si vous y parvenez, le tribunal, le juge des référés, va suspendre le refus du permis. Donc le temps où le tribunal, le temps de la procédure au fond, vous obtiendrez la suspension du permis. Vous allez nous dire, ça me fait une belle jambe, mais si on me suspend un refus de permis, je n'ai pas pour autant un permis de construire. Donc, il est permis, en plus, en règle générale, ce que font les avocats, ce que l'on fait quand on demande la suspension ou l'annulation d'un permis de construire, c'est on dit au tribunal, si vous nous donnez raison, vous devez ordonner au maire, vous devez enjoindre au maire de bien vouloir réinstruire, bien vouloir délivrer l'autorisation d'urbanisme qui avait été refusée et pour lequel le refus a été suspendu. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où le juge des référés va suspendre un refus de permis et ordonner au maire, par exemple sous 2 mois, de bien vouloir réinstruire ou délivrer, c'est les juridictions qui choisissent en fonction de ce qui leur a été demandé, ou délivrer un permis de construire. Dans ce dossier, il y a eu suspension de la décision de refus de permis et il a été enjoint au maire de bien vouloir sous 2 mois
ou sous un mois, je ne m'en rappelle plus, délivrer le permis de construire. Le maire ne s'est pas exécuté. Le pétitionnaire a considéré que le silence du maire, suite à l'injonction du tribunal, valait permis de construire tacite. Et donc, il a demandé au maire de bien vouloir lui délivrer un certificat de permis tacite. Que s'est-il passé? Le maire n'a pas délivré le certificat de permis tacite, donc le pétitionnaire a ressaisi les juridictions administratives pour dire aux juridictions le maire a été condamné à une suspension de son permis. On lui a enjoint, vous lui avez enjoint, vous, juge des référés, de bien vouloir délivrer le permis sous 2 mois. Il ne l'a pas fait. Merci de constater que j'ai bien aujourd'hui un permis tacite. Réponse du Conseil d'État, c'est non. Le fait qu'il y ait une injonction qui soit faite à la mairie de bien vouloir réinstruire ou délivrer un permis de construire ne fait pas naître, à l'expiration du délai imparti au maire, ne fait pas naître une décision, un permis de construire tacite. Si le pétitionnaire veut obtenir un permis tacite suite au silence de la mairie, il est obligé, après la décision de justice, de confirmer sa demande auprès de la mairie. Donc, il doit attendre. Donc, vous allez recevoir l'ordonnance de référé qui suspend le refus de permis et qui enjoint au maire de bien vouloir délivrer le permis. En plus, il faut que le pétitionnaire fasse un courrier à la mairie en LRAR pour lui dire « Monsieur le maire, je vous confirme ma demande d'obtenir un permis de construire. Merci de bien vouloir le délivrer conformément à ce que le tribunal vous a demandé. » Et c'est que si vous faites cette demande de confirmation que vous ferez repartir le délai, à l'issue duquel le silence de la mairie vaut permis de construire tacite. Autrement dit, on doit toujours accompagner une injonction faite au maire de bien vouloir réinstruire un dossier suite à l'annulation ou la suspension d'un permis. On doit toujours l'accompagner d'un courrier de confirmation. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point sur les référés, c'est que vous devez impérativement, enfin, il est possible lorsque c'est ce que le Conseil d'État vient de nous dire dans une décision du 16 juin 2023, c'est lorsque vous avez un référé suspension, vous pouvez lever la suspension si vous déposez un permis modificatif qui régularise les points que le tribunal avait jugés comme étant litigieux. Hop là. Je vous prie de m'excuser, il faut juste que je branche mon ordinateur qui a bientôt plus de batterie. Bon, à tous, pas d'inquiétude, hein, Maître Bichelon revient vite avec son chargeur d'ordinateur. On va reprendre le cours de la présentation. Un petit peu de patience, hein, nous sommes en train de rétablir la connexion avec Maître Bichelon. À tout de suite, nous reprenons le cours de cette présentation.
Alors, nous vous prions de nous excuser pour cette petite coupure. Maître Bichelon est en train de revenir. Maître Bichelon, je pense qu'il faut remettre votre micro. Et on va vous redonner tout de suite la possibilité de partager votre écran. Excusez-nous pour ce petit désagrément. Ah, on a à nouveau perdu Monsieur Bichelon, on rétablit ça tout de suite. Alors, Maître Bichelon, on ne vous entend pas, donc sans doute que votre micro est coupé. On voit votre écran. Maître Bichelon, vous pouvez remettre votre micro pour qu'on puisse vous entendre et qu'on puisse reprendre le cours de cette présentation. Petit problème. Alors actuellement, je suis en train de parler à tout le monde. Là, actuellement, on a un petit souci technique avec le poste de Maître Bichelon qui partage bien son écran, mais on a un problème de son. On essaie de résoudre ça. Désolée pour cette interruption. On essaie de régler ça au plus vite. Là, vous m'entendez pas, là. Non, on ne vous entend pas. On voit que votre micro est mis. En fait, je suis bien sur le son de mon ordinateur, donc je vois pas pourquoi ça bloque. Là, ça y est, c'est bon. C'est bon, là? Ah, super. Hop. Allez, super, merci beaucoup et excusez-moi de ce petit désagrément. Alors, on en était où? On en était sur les référés suspension. Ah, on arrivait de toute façon à la fin. Donc effectivement, gardez bien en tête sur les conditions du lever, de lever d'une suspension de permis de construire. On était dans l'hypothèse, là encore, où vous aviez
un permis de construire qui avait été suspendu par les juridictions administratives au motif qu'il présentait des doutes sérieux sur sa légalité. Donc le pétitionnaire a été privé des effets de son permis de construire. Il a été contraint, du coup, via la suspension. Il a déposé un permis modificatif parce que dans le cadre de l'ordonnance de référé suspension, le tribunal lui a dit « Vous avez des difficultés, à notre sens, il y a bien un doute sérieux sur tel point et tel point ». Donc le pétitionnaire en a tenu compte. Il a déposé un permis de modificatif qui régularise les points visés par l'ordonnance de référé. Et il a ressaisi le juge des référés pour faire constater effectivement que les différents vices qui avaient pu être soulevés par la juridiction étaient aujourd'hui levés. Et une nouvelle ordonnance a été prise levant la suspension qui avait été précédemment prononcée. Donc on a des hypothèses. Les référés de suspension, ce sont des contentieux très vivants, puisqu'on peut aller devant le juge et y retourner pour faire lever éventuellement des suspensions qui ont pu être prononcées. Autre arrêt également intéressant à plusieurs égards, parce qu'il a plusieurs rapports. C'est un arrêt qui a été rendu par le Conseil d'État le 2 juin 2023 et qui va porter sur les prescriptions, notamment qui peuvent être contenues dans les permis de construire. Donc vous connaissez le principe. Les permis de construire peuvent être accompagnés de prescriptions émises par le maire. Le régime de ces prescriptions, il a été encadré par le Code de l'urbanisme et surtout par la jurisprudence. Il faut que les prescriptions d'un permis de construire soient limitées et précises. Et l'objectif d'une prescription, c'est d'augmenter, c'est de permettre d'avoir la conformité du projet. Elles sont tellement importantes que lorsqu'une collectivité, un maire ne peut opposer un refus que si les vices qu'il a soulevés ou qu'il a visés lors de l'instruction ne peuvent pas être corrigés dans le cadre de prescription. Typiquement, vous allez avoir, on peut prendre l'exemple d'un coloris de façade. Vous avez un nuancier qui est annexé à votre PLU qui prévoit 10 couleurs de façade. Il s'avère que le pétitionnaire, dans son dossier de permis de construire, n'a pas respecté le nuancier. Il a choisi une couleur qui n'était pas comprise dans ce nuancier. Vous n'allez pas lui opposer un refus. Vous allez lui accorder son permis et vous mettrez en article 2 une prescription qui lui dira le coloris de façade doit être choisi parmi le nuancier annexé au PLU. Ça vous permet, de ne pas opposer un refus au pétitionnaire, et de 2, ça permet de corriger un petit vice que vous avez repéré dans le dossier. Et les juridictions administratives sont assez strictes là-dessus. Quand il y a un refus de permis qui est opposé et qu'il y a un contentieux sur le refus de permis, le juge administratif vérifie si les motifs de refus n'auraient pas pu faire l'objet d'une prescription. Si c'est le cas, les juridictions administratives considéreront que le refus de permis est illégal. Donc une prescription, c'est une nouvelle contrainte, comme son nom l'indique, c'est une prescription qui est opposée aux bénéficiaires du permis. Elle doit être limitée et précise, c'est-à-dire qu'on ne bouleverse pas l'économie générale d'un projet ou on ne fait pas une modification trop importante dans le cadre d'une prescription. Son objectif à cette prescription, en revanche, c'est de corriger une petite faille qui est dans le dossier ou de s'assurer de la légalité du projet. On ne modifie pas l'implantation d'un bâtiment avec une prescription. En revanche, on peut faire évoluer une couleur, on peut s'assurer de l'existence d'une servitude de passage. Il a été permis par le juge quand un terrain n'a pas un accès à la voie publique via une servitude au jour de la délivrance du permis. Vous devez délivrer le permis et vous mettez en prescription qu'au jour de la déclaration d'ouverture de chantier, un titre créant une servitude devra avoir été institué. Donc la prescription, elle est là vraiment pour vous accompagner, vous, service instructeur, dans l'instruction de vos dossiers et corriger les petits vices. Ce n'est que lorsque les vices relevés ne peuvent pas faire l'objet d'une prescription
que vous devrez refuser. Pour en revenir à l'arrêt du 2 juin 2023, cet arrêt, il vient vous rappeler que les prescriptions que vous avez dans un permis de construire peuvent faire l'objet d'une contestation. Autrement dit, le bénéficiaire d'un permis de construire peut contester les prescriptions contenues dans son permis, sans remettre en cause le fait qu'il soit titulaire d'un permis de construire. Et dans ce dossier-là, il y avait plusieurs prescriptions qui avaient été faites par le service instructeur et reprises par le maire dans son arrêté. Et le bénéficiaire n'avait fait le choix dans le cadre du recours gracieux que de contester certaines de ces prescriptions. Il ne les avait pas toutes contestées dans le cadre du recours gracieux. À l'issue du recours gracieux, le maire refuse de retirer les prescriptions. Que fait le pétitionnaire? Il saisit le tribunal demandant l'annulation, cette fois-ci, non pas de certaines prescriptions, mais de toutes les prescriptions contenues dans le permis. Réponse du Conseil d'État. Il valide le raisonnement des tribunaux, des juridictions administratives. Il dit chaque prescription étant indépendante, il faut respecter les délais de contentieux pour chacune d'entre elles. Autrement dit, toutes les prescriptions qui n'avaient pas été contestées dans le cadre du recours gracieux ne peuvent plus être contestées aujourd'hui et le tribunal juge les demandes d'annulation de ces prescriptions comme étant irrecevables car tardées. Deuxième apport de l'arrêt, ça va concerner l'opposabilité d'un cahier des recommandations architecturales. Ça, c'est un point ultra intéressant pour les services instructeurs, même pour les mairies d'une façon générale, et pour les promoteurs. Il y a beaucoup de mairies qui, en plus de leur PLU, ont élaboré un cahier des recommandations architecturales qui va un peu plus loin que ce que le règlement du PLU permet. Ce cahier des recommandations architecturales, jusqu'à présent, tout le monde savait qu'il n'était pas opposable aux autorisations d'urbanisme. On considérait que c'était simplement une base de travail, une base de réflexion pour les porteurs de projets. Ce n'est pas ce que vient nous dire le Conseil d'État dans son arrêt du 2 juin 2023. Il vient nous dire que lorsqu'un cahier des recommandations architecturales, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais là en l'occurrence il s'appelait cahier des recommandations architecturales, a été adopté selon les mêmes modalités procédurales que le plan local d'urbanisme, et lorsque ce document est expressément mentionné dans le règlement du PLU, il devient alors opposable aux autorisations d'urbanisme, à la condition toutefois qu'il ne soit pas contradictoire avec le règlement du PLU et qu'il vienne justement le compléter. Donc un cahier des recommandations architecturales, aujourd'hui, vous devez le prendre en compte pour les promoteurs dans le cadre de la conception de vos projets et pour les services instructeurs, vous pouvez dorénavant le prendre en compte dans l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme à la condition que ce cahier des charges ait été adopté selon les mêmes modalités procédurales que le règlement d'urbanisme, enfin que le PLU. Donc il doit constituer une pièce du plan local d'urbanisme. Voilà. Il doit avoir été porté à la connaissance de la population avant son approbation. Il a dû faire l'objet d'une enquête publique lorsqu'il y a enquête publique. C'est un document qui doit être adopté selon les mêmes modalités que tous les autres documents du PLU. Si c'est le cas, il devient alors opposable aux différentes autorisations d'urbanisme. Donc le cahier des recommandations architecturales devient un document opposable. De la même façon, il y a un troisième apport qui est fait par cet arrêt et qui concerne là encore les prescriptions qui vont être contenues dans les autorisations d'urbanisme. On a beaucoup de mairies qui aujourd'hui mettent des prescriptions qui renvoient en fait, qui créent une nouvelle procédure. Donc là, en l'occurrence, dans le dossier, il fallait la prescription demander d'obtenir un avis préalable de la commune pour l'installation de dispositifs occultants, je crois. Donc il fallait aller chercher. Donc le pétitionnaire devait, une fois qu'il a choisi son dispositif occultant, il doit aller le faire valider par la mairie. C'est ce qui était prévu dans le cadre de la prescription. Et là, le Conseil d'État vient de nous dire non, ça c'est pas une prescription légale. On ne peut pas, au travers d'une prescription, imposer des formalités qui ne sont pas prévues par le Code de l'urbanisme pour la mise en œuvre de l'autorisation d'y livrer. Et il annule la prescription. Donc le permis est conservé, mais la prescription est annulée.
on me demande, est-ce qu'il doit être annexé au PLUI, donc le cahier de recommandations architecturales? Oui, pour moi, il doit être annexé au PLUI on considère qu'il doit être adopté selon les mêmes modalités que le PLU, il doit constituer une pièce du PLU. Donc aujourd'hui, pour toutes les collectivités qui ont fait un travail local en concevant ces fameux cahiers des recommandations architecturales, je vous invite lors des prochaines modifications de documents d'urbanisme à insérer ces pièces dans les documents du PLU pour pouvoir les rendre opposables pour les prochaines autorisations d'urbanisme. Autre point, ça va concerner maintenant l'obligation de conformité d'un permis de construire à un emplacement réservé. Là encore, rien de nouveau, mais ce sont des précisions importantes qui ont été apportées par le Conseil d'État et qui concernent notamment, qui vont concerner et impacter les services instructeurs. Vous savez que lorsque l'on dépose une autorisation d'urbanisme sur un terrain d'assiette qui est grevé d'un emplacement réservé, si l'objet du permis n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé, vous êtes tenu de le refuser. Se pose du coup l'hypothèse d'un projet, d'un permis de construire qui serait déposé et permis de construire qui prévoirait 2 projets. Le premier projet, ce serait un projet qui exécute l'emplacement réservé et un deuxième projet qui serait une opération de promotion immobilière classique, création de logements. Est-ce que vous pouvez délivrer, dans la mesure où finalement le pétitionnaire s'engage à réaliser l'objet de l'emplacement réservé, est-ce que vous êtes tenu de lui refuser son permis au motif qu'il prévoit autre chose que ce que prévoyait l'emplacement réservé? La réponse est non, vous ne devez pas lui refuser le permis de construire s'il s'avère que le second projet, qui n'est pas la réalisation de l'emplacement réservé, est compatible avec la destination de l'emplacement réservé. Donc ça, ce sera à vous d'apprécier. Donc dans le cas présent, on avait un terrain d'assiette d'un projet qui était grevé d'une servitude d'emplacement réservé pour la réalisation d'une voie de circulation. Le pétitionnaire dépose un permis de construire dans lequel il dit « Moi, je vais réaliser sur le terrain d'assiette sur ce terrain d'assiette, je vais réaliser une opération de promotion, mais ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que les bâtiments soient réalisés en dehors de l'emprise des emplacements réservés, de telle sorte que l'emplacement réservé puisse être mis en œuvre. » La juridiction administrative valide, notamment la Cour administrative d'appel, et le dossier part en Conseil d'État. Réponse du Conseil d'État, le Conseil d'État annule la décision rendue par la Cour administrative d'appel au motif que la Cour administrative d'appel n'avait pas vérifié si le pétitionnaire s'engageait à réaliser l'emplacement réservé. Autrement dit, l'apport de cet arrêt, c'est qu'il ne faut pas seulement prévoir un projet qui permette à l'avenir de réaliser un emplacement réservé, mais il faut mettre en œuvre l'emplacement réservé. Autrement dit, il aurait fallu que le pétitionnaire dise « je réalise certes des logements, mais je réaliserai également la voirie qui était prévue dans le cadre du dit emplacement réservé ». Et sans rechercher si le permis de construire litigieux portait sur cette opération prévue par l'emplacement réservé, le Conseil d'État a considéré que la Cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Donc, tout projet qui n'est pas conforme, tout projet dont l'objet ne serait pas conforme à l'emplacement réservé doit être refusé. Lorsque le projet est mixte, à savoir qui porte à la fois sur la réalisation de l'emplacement réservé et sur un autre projet, il faut vérifier que l'autre projet est compatible avec la destination de l'emplacement réservé. Par exemple, si c'est un emplacement réservé pour la construction d'une école, on peut imaginer que si vous prévoyez de réaliser un incinérateur à côté, sur le terrain à côté, on peut considérer que votre projet, certes, vous allez réaliser l'emplacement réservé pour l'école, mais que votre projet d'incinérateur n'est pas compatible avec la destination de l'emplacement réservé, donc il doit vous être refusé. Et si votre deuxième projet qui sera réalisé à côté de l'emplacement réservé
est compatible, il appartient aux juridictions de vérifier que le pétitionnaire s'engage à réaliser l'emplacement réservé prévu sur le terrain et à le mettre en œuvre. Voilà pour cet arrêt portant sur un emplacement réservé. Autre arrêt important, là encore, pour les collectivités et pour les éventuels promoteurs qui achètent des terrains à des collectivités, on doit faire attention à ce que le conseil municipal, avant de vous vendre les terrains, on doit faire attention à ce qu'il ait bien consulté l'autorité compétente de l'État qui émet un avis sur la valeur des terrains qui vont vous être vendus. Cette obligation en fait de consultation de l'autorité compétente de l'État, hein, les fameux services des domaines, il est prévu par l'article 2241-1 du Code général des collectivités territoriales. Et en cas d'oubli, la délibération qui autorise la cession des terrains peut être annulée. C'est ce qu'il s'est passé dans ce dossier. Dans ce dossier, on a une ville de plus de 2000 habitants qui n'a pas consulté les services des domaines pour vendre des terrains. Elle vend des terrains à 5 € le mètre carré à une SCI. Le préfet constate qu'aucun avis des domaines, de France Domaine n'a été donné et il constate par ailleurs que dans le même secteur, des terrains similaires ont été vendus à 14 € et 18 € le mètre carré. Il saisit le tribunal administratif. La commune ne prend même pas le temps de se défendre, elle ne dit rien. Et la juridiction administrative, dans le cadre d'un référé, suspend la délibération qui autorise la vente des terrains au motif que l'absence de consultation de France Domaine a sans doute exercé une influence sur le sens de la décision. Donc il y a une suspension, et quand vous avez une suspension d'une décision administrative, c'est jamais bon signe, ça veut dire que derrière, vous aurez sans doute une annulation. Donc pour toutes les collectivités, lorsque vous vendez des terrains, lorsque vous voulez vous abstenir de saisir les domaines, soyez extrêmement vigilants, ça peut avoir des conséquences. Et par ailleurs, s'il s'avère derrière qu'il y a des connexions entre l'acquéreur et le maire, le fait que vous ayez fait un cadeau de 15 € le mètre carré à cette personne privée sur le dos, entre guillemets, de la collectivité, ça peut également être qualifié en infraction pénale. Enfin, dernier arrêt intéressant, là encore pour les mairies, c'est concernant les constructions irrégulières et les refus de raccordement au réseau. Vous avez un article L11-12 qui vous dit que lorsqu'une construction irrégulière est réalisée, le maire peut refuser, voire même doit refuser, le raccordement de cette construction au réseau d'électricité, d'eau, de gaz, de téléphone. La question ici qui s'est posée, c'est qu'on n'était pas dans le cadre d'un réseau d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone, mais dans un réseau d'assainissement. La portée de cet arrêt, c'est que pour la Cour administrative d'appel de Marseille, l'article L11-12 du Code de l'urbanisme vise également les réseaux d'assainissement. Autrement dit, le maire doit refuser de connecter une construction irrégulière au réseau d'assainissement. La problématique dans ce dossier, c'est que le maire n'a pas mis en place pour refuser le raccordement, il n'a pas mis en place ce qu'on appelle une procédure contradictoire, donc la partie adverse s'est engouffrée dans la brèche et a considéré que le refus de raccordement était illégal, au motif qu'il aurait dû faire l'objet d'une procédure contradictoire avant que le maire oppose son refus. Et la Cour administrative d'appel a considéré que non, un refus de raccordement au réseau d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone n'a pas à être précédé d'une procédure contradictoire, et elle a donc validé le refus de la mairie. Voilà pour l'actualité de ces 3 derniers mois. Désolé pour le petit désagrément et la petite coupure au milieu. Vous avez donc eu une actualité assez riche, notamment en matière de droit de préemption, mais surtout en matière de ZAN, dont on va parler de toute façon encore énormément dans les années qui viennent. Vous pouvez retenir pour vous, aussi bien promoteur que service instructeur, grosse nouveauté de ces 3 derniers mois, c'est la création d'un droit de préemption, enfin l'élargissement du droit de préemption à des espaces propices à la renaturation ou au recyclage foncier. Le but étant ici de donner des outils aux collectivités territoriales
pour mettre en œuvre les objectifs ZAN et la création d'un sursis à statuer jusqu'à février 2018, sursis à statuer dont le but, c'est de permettre aux maires de surseoir à statuer sur des projets qui seraient trop consommateurs de foncier et qui pourraient ainsi compromettre l'atteinte des objectifs qui sont impartis jusqu'à 2031, à savoir de réduire par 2 les espaces naturels, agricoles et forestiers, la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Et enfin, rassurez-vous pour ceux qui m'écoutent et qui sont en zone rurale, la loi du 20 juillet 2023 a prévu d'instaurer une garantie rurale d'1 hectare pouvant être consommé entre 2021 et 2031 pour toutes les collectivités en France, avec une possibilité de mutualiser ces 1 hectare à l'échelle de l'intercommunalité. Voilà, alors si vous avez des questions, je repasse tous les slides pour vous ramener à la procédure pour poser des questions. Et je vois qu'il y en a déjà plusieurs, et je vais y répondre. On me demande, Madame Molly me dit, hop, je remets ma caméra, ça ne fonctionne pas, tant pis. Dans un immeuble, la création de 4 logements sur un ensemble immobilier va-t-il induire le paiement de 4 taxes d'assainissement? La réponse est normalement oui, c'est en fonction, je ne suis pas un spécialiste de la fiscalité, mais il me semble que les taxes d'aménagement sont en fonction du nombre de logements que vous allez créer. On me demande si le cahier des recommandations architecturales doit être annexé au PLU. J'ai déjà répondu à cette question et pour moi, oui, pour être opposable, il va devoir être adopté selon les mêmes modalités que les autres documents d'urbanisme et faire du coup, à mon sens, l'objet d'une annexion au PLU. Concernant la consultation des services de France Domaine, ce n'est pas une obligation dès le premier euro. C'est sûr, il y a un seuil que je n'ai plus en tête où la saisine est obligatoire. Mais quand vous êtes en dessous de ce seuil, même si ce n'est pas une obligation, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire. Et dans l'hypothèse où, comme c'était le cas ici, il s'avère qu'il y a un gros écart entre le montant vendu, réellement vendu, et finalement des ventes similaires dans le secteur ces dernières années, l'absence de consultation des services des domaines peut être considérée comme étant de nature à avoir exercé une influence sur la délibération de vendre le terrain, une influence négative de nature à justifier l'annulation de la délibération. Et en l'occurrence, la délibération qui avait autorisé une vente à 5 € a été annulée au motif qu'en s'abstenant de consulter les services des domaines, on n'avait pas été à même peut-être d'informer correctement les conseillers municipaux que le prix d'un terrain dans leur secteur, ce n'était pas 5 € le mètre carré, mais que ça pouvait être 15, voire 18 €. Monsieur Génaud me demande un espace non artificialisé, espace vert de pleine terre, en zone U du PLU, est-il considéré comme un espace artificialisé ou non artificialisé? Monsieur Génaud, ça devrait être normalement considéré comme un espace vert dans une zone urbaine, va être considéré comme un espace non artificialisé. Et c'est là où va se faire le point de bascule de la loi entre la pratique qu'on avait aujourd'hui depuis les lois Grenelle et les évolutions de la nouvelle loi climat et résilience. Comment, dans l'esprit des lois Grenelle qui datent de 2010, je crois, comment lutter contre la bétonisation? On luttait avec un indicateur qui était la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Autrement dit, dans l'enveloppe urbaine, vous pouviez faire ce que vous voulez, on s'en moquait. On considérait que ce n'était pas un espace naturel, agricole et forestier, et donc on n'avait pas forcément à le protéger. En tout cas, ce n'était pas l'objectif des lois Grenelle. Les lois Grenelle, leur objectif, c'était de protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers en périphérie de l'enveloppe urbaine. Jusqu'à 2031, on va rester sur cet indicateur. À partir de 2031, on bascule pleinement dans la loi climat. Le nouvel indicateur n'est plus la consommation d'espaces agricoles, naturels et forestiers. Le nouvel indicateur devient l'artificialisation des terres. Demain, on vous dit, vous n'aurez plus le droit d'artificialiser. Vous pourrez parfaitement avoir un espace en zone U, en plein cœur de Lyon, en plein cœur de Paris, en plein cœur de Marseille ou de Bordeaux. Cet espace n'est pas artificialisé. Il est en zone U. Vous ne pourrez pas construire dessus.
si vous ne compensez pas l'artificialisation que vous allez faire. Donc, vous allez rendre, à partir de 2031, vous rendrez inconstructibles, enfin, les dernières lois en matière d'urbanisme et d'environnement vous rendront inconstructibles des terrains qui sont en plein cœur de l'enveloppe urbaine. Ils ne pourront être réouverts à la construction que si vous compensez l'artificialisation que vous allez générer sur ces secteurs. J'espère du coup avoir été clair, Monsieur Génaud. Donc, un espace vert en zone U, c'est un site non artificialisé. Madame Melois me demande: pour le droit de préemption ZAN, il faut bien sûr prendre une nouvelle délibération. La réponse est oui. Vous allez devoir prendre une nouvelle délibération pour instituer et créer des secteurs dans lesquels vous pouvez faire valoir ce droit de préemption. Nouveauté par rapport au droit de préemption classique, c'est que ces secteurs dans lesquels le droit de préemption ZAN va pouvoir être créé va pouvoir concerner des secteurs situés en zone agricole et naturelle. Voilà, j'ai répondu normalement à toutes les questions. Pour ceux qui en auraient encore quelques-unes, il vous reste quelques minutes pour y répondre. Voilà, on se retrouve normalement dans 3 mois. Alors, je vais laisser, je n'ai pas la date en tête du futur webinaire, mais mes collègues vont vous la donner. Normalement, on l'a fixé. Donc, on se retrouve dans 3 mois, ça devrait être mardi 12 décembre. C'est ça. Mardi 12 décembre 2023 à 14h30. Voilà. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, qui vous viennent après ce webinaire, vous pouvez me contacter. Je vais vous laisser dans le chat mon numéro de téléphone ainsi que mon adresse mail. Donc, vous n'hésitez pas à me faire un petit mail ou à m'appeler pour me poser des questions qui ont trait à ce qu'on a évoqué aujourd'hui ou qui n'ont rien à voir. Si je peux y répondre, tant mieux. Si je ne peux pas, je vous dirais que mes compétences s'arrêtent là. Alors, j'ai une autre question qui arrive. Pour faire suite à vos propos sur le ZAN, en 2031, des extensions dans les jardins ne seront plus possibles. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, ils ont considéré, il me semble, on part du principe qu'il y a à peu près 1000, je ne me rappelle plus le seuil qui a été fixé, mais ce qui est enherbé autour d'une maison, autour d'une construction, sera considéré comme artificialisé jusqu'à 1000 ou 1500 mètres carrés. Mais effectivement, pour des personnes qui ont 4000 mètres carrés de terrain en pleine enveloppe urbaine de n'importe quelle ville ou village de France, à partir de 2031, la construction d'un nouveau pavillon sur ces sites sera considérée comme étant de l'artificialisation et on risque de vous demander à partir de 2031 de bien vouloir compenser les surfaces que vous allez artificialiser. Mais on a quand même prévu une petite dérogation autour des maisons, entre 1000 et 1500 mètres carrés d'espace enherbé seront considérés quand même comme étant des espaces artificialisés. Voilà, donc n'hésitez pas, j'espère avoir été le plus clair possible. Encore navré de la petite coupure, je ne pensais pas qu'un ordinateur pouvait tenir aussi peu de temps sans être en charge. On se retrouve le 12 décembre pour un nouveau webinaire et dans l'attente, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup, Maître Bichelon, et merci à tous d'avoir assisté à cette présentation. Et nous nous retrouvons donc le 12 décembre à 14h30 pour un nouveau point sur l'actualité du droit de l'urbanisme. Bonne fin d'après-midi à tous.